ne peut pas payer le prix du gaz. Eh bien, le gouvernement moldave l'a fait, c'est très bien. Si l'on regarde les faiblesses de la Moldavie et de l'Ukraine, elles sont assez similaires, même si la Moldavie, je dirais, a davantage de problèmes. Bien sûr, dans les deux cas, il y a la corruption, en Moldavie, l'instabilité politique. En Ukraine, c'est la lutte des clans. Il n'y a pas d'instabilité politique depuis Yanukovych, mais il y a une forte lutte de rivalité entre les clans au pouvoir. La Moldavie a le problème de son enclavement, elle n'a pas accès à la mer, elle n'a pas de stockage, elle a son fournisseur hydraulique, mais dans les deux cas, l'inefficacité de la production et de la consommation sont présentes. Alors, permettez-moi de regarder les opportunités et de comparer les opportunités qui s'offrent à l'Ukraine et à la Moldavie. Dans les deux cas, il y a le traité de la communauté de l'énergie. La Moldavie y a adhéré, c'est remarquable. Le précédent gouvernement moldave a été finalement le champion de la mise en place de la législation européenne en matière gazière. C'est le second paquet d'énergie. Tout le monde dans l'Union européenne a considéré que l'Ukraine était finalement, avec la Géorgie, les meilleurs élèves de cette politique de voisinage, mais finalement la Moldavie, qui partait avec un lourd retard, on a rattrapé de façon spectaculaire. Parmi les opportunités qu'a la Moldavie et que n'a pas l'Ukraine, je vous l'ai déjà dit, c'est la possibilité de négocier un nouveau contrat gazier pour la période de près 2012. Alors, si l'on regarde néanmoins les risques, vous allez voir qu'en Moldavie, les risques sont quand même plus nombreux. Je crois que le principal risque pour la Moldavie, c'est bien entendu le risque sur le transit, sur son avenir, qui est incertain. C'est la situation en Transnistrie, il faut régler la question des dettes. C'est le problème du capital et de l'actionnariat de Moldova Gaz. Est-ce que Gazprom ou pas va augmenter ses participations dedans? Ce n'est pas forcément un problème en termes de sécurité, mais il faut qu'il y ait l'environnement législatif et réglementaire qui encadre cette société. Il y a l'accroissement des impayés du fait des crises économiques, quand même. À nouveau la question des dettes. Alors, il y a des solutions. L'enjeu du stockage, alors on l'a évoqué tout à l'heure, ça coûte très cher. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de mettre des stockages en Moldavie. Je crois surtout néanmoins que la meilleure idée serait de coopérer avec l'Ukraine et avec la Roumanie sur le stockage gazier. Les stockages ukrainiens, l'Ukraine elle-même qui va adhérer au traité de la communauté d'énergie, le cadre réglementaire, etc., sera bientôt beaucoup plus favorable qu'avant pour permettre une coopération entre les entreprises. Il y a la question des interconnexions avec les pays voisins. Moi, je crois qu'il y a un vrai intérêt pour la Moldavie et que c'est tout à fait faisable de se connecter au réseau roumain, pas pour accéder au gaz de Nabucco, mais pour accéder au réseau gazier roumain. Le marché gazier roumain est un marché qui va, je pense, se dynamiser. Et en créant cette interconnexion et en y faisant participer, dans le cadre du traité de la communauté de l'énergie, notamment les institutions financières européennes, je pense que les coûts du projet, ou du moins son financement, peuvent donner des conditions beaucoup plus avantageuses que si on laissait faire le marché seul. Je pense que la Moldavie aurait aussi un vrai intérêt à négocier avec Naftogaz des importations de gaz auprès de Naftogaz. Vous savez que l'Ukraine, c'est un producteur de gaz important. Et je pense que l'objectif, et là, il faut que les Moldaves, les Roumains et les Ukrainiens discutent ensemble, mais c'est de créer ici un marché régional de gaz avec l'infrastructure qui aille avec, où l'on peut échanger le gaz du jour au lendemain, entre guillemets, et pas uniquement en étant fixé par les contraintes rigides de ces contrats de long terme. Ce qui est extrêmement important, c'est de renforcer la transparence et la concurrence. Cela va faire. Il faut déployer les compteurs à tous les échelons. Partant du consommateur final, dans les immeubles, dans chaque logement, jusqu'au passage des frontières, etc. Cela implique de construire des stations de mesure du côté moldave de la frontière avec l'Ukraine
Et là, également, les institutions financières européennes spécialisées dans les projets énergétiques peuvent aider. Pour ce qui est du transit, je crois que la Moldavie mériterait vraiment de coopérer avec l'Ukraine pour créer une sorte d'observatoire de ce qui se passe avec ce South Stream, c'est-à-dire non seulement pour évaluer l'impact de la construction éventuelle de ce gazoduc, mais également pour observer l'évolution des marchés en Europe. Je crois que Moldova Gaz devrait tenter, dans les négociations qui suivront l'année prochaine, de conclure un accord de ship-to-pay de très long terme avec Gazprom pour s'assurer que le transit par la Moldavie continuera sur le long terme. Ensuite, je crois qu'il faut, mais ça on en parlera encore plus longtemps, mais il faut absolument diversifier le bouquet énergétique potable et améliorer l'efficacité énergétique. Là aussi, je crois que le traité de la communauté d'énergie peut aider. Et surtout, derrière se pose non seulement la question de la réglementation, on a vu la discussion qu'il y a eu tout à l'heure avec le régulateur, mais il y a aussi la question de l'environnement législatif, fiscal, politique pour les investissements, et notamment les investissements étrangers. Et cela m'amène à ma conclusion. Si l'on regarde le classement de 2010 de la Banque mondiale portant sur la facilité de faire des affaires dans les pays de la région, eh bien, on se rend compte que l'Ukraine est classée 147e ou 145e, la Moldavie est classée 90e, alors ça c'est le classement des pays du monde. C'est très mauvais. La Moldavie, alors l'Ukraine c'est catastrophique. La Moldavie, c'est très mauvais. Et quand on regarde par exemple la Géorgie, qui est en 12e position, c'est remarquable. Quand on regarde les procédures requises pour développer une affaire, c'est très intéressant également. En Ukraine, il en faut 10. En Moldavie, il en faut 8. En Géorgie, il en faut 3. Quand on regarde les flux d'investissement direct à l'étranger, et là, je compare les petits pays, anciennement soviétiques, Géorgie, Lituanie, Moldavie. Vous verrez que, donc, effectivement, en 2009, les investissements en Moldavie se sont effondrés, les investissements étrangers, mais vous remarquerez qu'en Géorgie, les volumes sont quand même beaucoup plus élevés. La Lituanie rencontre des problèmes également, mais elle est dans le mieux, mais c'est quand même mieux que la Moldavie. Et donc, pour terminer, je crois qu'il faut vraiment comprendre que la Moldavie qui s'est réveillée, manifestement, qui est sur l'agenda européen, qui est un test pour les relations, non seulement pour la capacité de ces élites de transformer leur pays, qui est un test pour les relations UE-Russie également, dans le cadre des ajustements et des réflexions portées sur la sécurité régionale, doit continuer ses efforts pour figurer sur l'agenda des entreprises européennes, de la sphère publique et de l'UE et de ces pays. Et pour figurer sur cet agenda, pour que les acteurs extérieurs s'intéressent à la Moldavie, je crois qu'il faut faire la différence. Et il n'y a pas 36 mois pour y parvenir, il n'y a que 3 solutions, c'est des réformes, du dynamisme et des investissements. Et donc, voilà peut-être l'agenda pour le prochain gouvernement. Merci pour votre attention. Merci Marc-Antoine pour cette analyse comparative.